Fréquence Caraïbes, 89.5, 89.5 et 106.6 en FM. À vos droits, votre nouvelle émission de conseil juridique et d'information présentée par Bill avec la collaboration de Maître Ingrid Raspail. À vos droits, c'est tous les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h sur Radio Fréquence Caraïbes. Vous pouvez poser vos questions au 0596 78 02 03. Alors prenez vos droits en main à l'écoute de votre nouvelle émission les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h. Gardez l'écoute. Tu savais qu'il y avait une avocate à Saint-Pierre? Ah bon? Comment elle s'appelle? Maître Ingrid Raspail. Son cabinet se trouve au 1 rue du Général de Gaulle, à l'étage de Baguette Shop à Saint-Pierre. C'est bon à savoir, une avocate dans le Nord Caraïbes. Je passe le mot autour de moi. Merci pour l'info. Maître Ingrid Raspail vous accompagne pour le droit de la famille, droit des affaires, droit du travail, troubles du voisinage, baux ruraux et beaucoup d'autres domaines juridiques. Le cabinet de Maître Ingrid Raspail vous répond au 05 96 50 58 24 ou par mail ingridraspail@gmail.com. Maître Ingrid Raspail est près de chez vous pour vous conseiller et vous accompagner. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Fréquence Caraïbes, émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet, sur nos deux fréquences respectives, 89.5 et 106.6 en FM, sans oublier bien évidemment le www.rfc.com.fr et nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et notre page web. N'hésitez pas d'aller faire un tour. Comme tous les 2e et 4e mercredis du mois, ça y est, notre nouvelle émission en termes juridiques avec Maître Ingrid Raspail qui est avec nous dans les studios. Bonjour Maître. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc pour cette 2e émission. Donc aujourd'hui donc nous allons donc parler de la garantie des vices cachés. Oui, en effet, après avoir abordé il y a 2 semaines la vente immobilière, le compromis de vente immobilière, il me semblait judicieux de rentrer un peu plus dans le sujet et de voir quels sont les recours pour l'acquéreur après la vente, l'achat d'un bien immobilier. Très bien, donc on va donc parler, comme on dit, des vices cachés. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, donc vous pouvez faire le 78 02 03, encore notre ligne portable, le 26 04 60. Voilà, si vous avez des questions à poser à Maître Ingrid Raspail, je répète, 78 02 03 ou 06 96 26 04 60. Avec plaisir, j'attends les questions. Effectivement, donc tout acquéreur d'un bien immobilier qui découvre après l'achat un problème qui n'était pas apparent, j'insiste, qui n'était pas apparent lors de la visite du bien avant l'acquisition, dispose d'une action contre son vendeur. Il s'agit de l'action en garantie des vices cachés. Donc effectivement, même si de nos jours des garanties sont prises pour éviter que cela arrive, puisqu'on a vu la dernière fois que de nombreux diagnostics sont à prévoir au dossier d'achat pour que l'acquéreur sache exactement ce qu'il achète, il n'empêche que des vices peuvent être cachés et à ce moment-là, l'acquéreur a un recours contre le vendeur lorsqu'il découvre les vices cachés. Très bien. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme vice caché par le Code civil, Maître Raspail? Alors, le texte qui prévoit la garantie des vices cachés, c'est l'article 1641 du Code civil, selon lequel le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Alors j'explique en termes simples.
que lorsque l'acquéreur découvre des vices après l'achat, et que s'il avait connu ces vices avant d'acheter, peut-être qu'il n'aurait pas acheté le bien, ou alors aurait négocié le prix. Donc il faut que les vices soient cachés, donc non apparents, et que lorsqu'on les découvre, on se dit « Ah, si j'avais su, je n'aurais pas acheté, ou en tout cas pas à ce prix ». Encore faut-il que le vice rende le bien impropre à sa destination. D'accord. Ça signifie que, je prends un exemple, j'achète une maison, je découvre une fuite dans le toit qui fait que la maison est inondée aux premières pluies. Effectivement, la maison n'est pas couverte, donc ça la rend impropre à sa destination. À ce moment-là, on peut revenir sur le contrat de vente et faire en sorte de diminuer le prix ou l'annuler. Très bien. Donc, et les conditions ouvrant droit justement à la garantie de l'achat du bien? Donc, les conditions, elles sont dans le texte que je viens de citer, à savoir que des conditions doivent être réunies. Il faut vraiment qu'elles soient cumulativement réunies. L'acquéreur ne doit pas avoir eu connaissance de l'existence du vice au moment de la vente. Ça veut dire, très simplement, que la découverte du vice doit intervenir postérieurement à la vente. S'il sait qu'un vice préexiste la vente, donc avant la signature, ce n'est pas un vice caché, parce qu'il le sait. Donc, qui dit caché signifie ignorer de l'acquéreur. Très bien. Donc ça, c'est la première condition. Il ne faut pas avoir connaissance de l'existence d'un vice caché. Ça, c'est pour empêcher que les gens annulent les ventes ou reviennent négocier le prix après, en faisant croire qu'ils ne l'avaient pas vu alors qu'ils savaient. Donc, dans le cas contraire, le vice n'est plus caché ou il est réputé avoir été accepté si, au moment de la vente, je découvre quelque chose et j'en parle. Je dis voilà, je vois ça. Donc là, ce n'est plus un vice caché. Donc, si le vice est mentionné dans l'acte de vente, ce n'est pas un vice caché, parce qu'il est su. Donc vraiment, qui dit vice caché, dit vice ignoré de l'acquéreur au moment de la vente. Très bien. Il y a encore une condition, le vice doit être non apparent. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être vu par les yeux. Donc le vice, c'est pas seulement quelque chose qui est dissimulé, c'est pas forcé de le dissimuler. C'est quelque chose, s'il faut démonter, par exemple, déconstruire, détruire quelque chose et se rendre compte là qu'il y a un vice, à ce moment-là, c'est un vice caché. Donc vraiment, un vice, pour être caché, doit être non apparent. Donc ça parle. Je vois un vice, eh ben, il n'est pas caché. Il n'est pas caché. Donc il faut vraiment qu'il soit ignoré et ensuite invisible à l'œil nu. Oui, c'est quelque chose qui peut se trouver dans un grenier, dans un sous-sol qu'on n'a pas vu. Alors, il ne faut pas non plus confondre, c'est parce que je n'ai pas vu, alors il est caché. Très bien. Très bien. Il ne faut pas qu'il soit visible à l'œil nu. Très bien. Il faut peut-être, avec l'expérience, par exemple, je prends l'exemple du toit qui fuit, on ne monte pas sur un toit pour voir s'il est en bon état quand on achète un immeuble, mais à la première ondée tropicale, on se rend compte qu'il y a une fuite. Ça, c'est un vice caché, parce qu'on ne l'a pas vu et qu'on le découvre après la vente. Voilà. Encore autre chose, le vice doit rendre impropre ou diminuer l'usage du bien que l'on achète. Impropre, ça signifie qu'on ne peut pas utiliser une maison, par exemple, qui fuit, enfin un toit qui fuit et qui inonde la maison. Donc on ne peut pas habiter une maison inondée, déjà. Donc ça, c'est un vice qui rend impropre. Ou alors, si on a une petite inondation, enfin une petite fuite qui coule le long du mur, ça diminue, mais ça ne rend pas impropre. Donc il faut que le vice ait un impact quand même sur l'usage et la jouissance que l'on fait du bien. Voilà. Donc si effectivement le vice diminue l'usage ou rend le bien impropre à sa destination, à ce moment-là, le recours qui est réservé à l'acquéreur, c'est d'annuler la vente ou d'en diminuer le prix. Donc, pour en arriver là,
Encore faut-il que, la dernière condition, que le vice caché doit être antérieur à la vente. D'accord ? Le fait de découvrir après ne signifie pas que le vice vient après. Hein. La découverte doit aussi rapporter la preuve que le vice préexistait la vente. Hein. Sinon, ce serait trop facile pour l'acquéreur comment dirais-je, d'intervenir sur le toit, de le piquer et puis de dire que c'est un vice. Non, voilà. Il faut rapporter la preuve que le vice préexiste la vente. Donc il est antérieur à la vente, voire concomitant. Ça veut dire que à la signature, on peut rapporter que le vice existait au moins à cette date. Donc tout ça aussi, c'est pour protéger le vendeur qui ne peut pas être tenu à garantie pour les problèmes affectant le logement survenus après la vente. Il faut déterminer quand même, et ça c'est une preuve qui incombe, qui doit être apportée par l'acquéreur, que le vice qu'il découvre est antérieur à la vente. D'accord ? Voilà, donc je récapitule les conditions. Oui. Il y a l'acquéreur ne doit pas avoir eu connaissance de l'existence du vice au moment de la vente. Donc c'est le critère de la connaissance par l'acquéreur. Il faut qu'il ignore le vice. Le vice doit être non apparent. Il ne faut pas qu'il soit visible. Ou alors, dès lors qu'il faut fouiller, détruire pour pouvoir... Donc vice non apparent. Un vice qui rend impropre ou diminue l'usage du bien. Et enfin, un vice qui doit être antérieur à la vente. Très bien. Voilà. On a vu ces 4 parties-là. Si vous venez d'arriver, soyez les bienvenus. Donc, c'est à vos droits avec Maître Raspail. Je rappelle que si vous avez des questions, vous faites le 78 0203 ou le 06 96 26 04 60. Maître, que veut dire maison vendue en l'état ? Alors, une maison vendue en l'état, c'est un peu comme un objet que vous achetez ou une voiture. Parce que la vice cachée s'applique un petit peu à tout ce qu'on achète, aussi bien mobilier qu'immobilier. Vendu en l'état, ça signifie qu'on la prend, on l'achète en l'état tel qu'on la trouve, et y compris ce qu'on ne voit pas. Alors c'est l'exemple d'une voiture, s'il y a une rayure, voilà, c'est en l'état. En l'état. D'accord. Donc en l'état, ça signifie que je l'achète telle que je la trouve aujourd'hui et demain. Donc ce que je découvre après rentre dans l'état où je l'ai acheté. Donc si une clause, et moi je déconseille aux clients lorsqu'ils sont devant le notaire d'intégrer cette clause-là, la clause dans la vente du bien, la clause qui indique que la maison est vendue en l'état. Lorsque l'on signe un acte de vente dans lequel cette clause est intégrée, ça signifie que la garantie des vices cachés risque de ne pas pouvoir être un moyen de recours si on découvre des vices après, parce que avoir accepté d'acheter une maison en l'état, ça implique que quel que soit ce qu'on y trouve après, c'est en l'état. Donc il faut faire attention à ne pas forcément signer ou accepter. Donc ça protège le vendeur, parce que ce qui peut être découvert par la suite ne sera pas opposable. On ne pourra pas lui dire, écoutez, vous m'avez vendu un bien, je découvre telle chose, telle chose, telle chose. Je n'ai pas vu, je n'ai pas su, ça rend impropre l'immeuble à sa destination et c'est antérieur à la vente. Peut-être que les conditions, les critères de vice caché sont remplis, mais le fait d'avoir accepté d'acheter en l'état, ça couvre tous les vices. Donc, je déconseille de signer un acte de vente qui inclut cette clause pour protéger l'acquéreur, évidemment. Et je la conseille aux vendeurs. Oui, c'est ce qui fait que l'avocat, on est un petit peu schizophrène. Donc, si j'ai un client vendeur qui me dit, quelles sont les clauses à devoir mettre pour me protéger après une vente immobilière, je lui dirais, il faut insérer cette clause-là. D'accord. Si c'est un client acquéreur qui vient me voir, je lui dis, écoutez, surtout, ne pas accepter cette clause. Sinon, vous n'aurez pas de recours contre le vendeur en cas de découverte de vices cachés.
Très bien. À vos droits, je rappelle le thème du jour, les vices cachés donc en immobilier avec Maître Raspail. Je rappelle, c'est tous les 2e et 4e mercredis du mois entre 11h et midi. Donc Maître Raspail continue donc sur cette thématique donc les vices cachés donc en termes immobiliers. Donc est-ce que je peux me retourner contre le vendeur de ma maison? Ah oui, on peut se retourner contre le vendeur de la maison dès lors que, comme je vous ai dit, les conditions qui caractérisent les vices cachés sont réunies. Donc oui, donc il faut quand même respecter certaines conditions. En plus d'avoir apporté la preuve de vices cachés, comme je vous l'ai indiqué, il faut agir dans un certain délai. Donc on a 2 ans précisément après la découverte du vice caché. Et ça, c'est un délai qui court aussi pour la garantie des vices cachés dans d'autres domaines mobiliers. Un véhicule, enfin peu importe un objet. Donc on a 2 ans pour agir contre le vendeur à compter de la découverte du vice. D'accord ? Donc même si la garantie, c'est quand même un peu compliqué, je vais essayer de faire simple. On a 5 ans pour agir en droit. On a 5 ans. Toute action se prescrit par 5 ans, immobilière. Mais dans ces 5 années-là, on a 2 ans à compter de la découverte. Donc si par exemple, je découvre au bout de 4 ans ou de 5 ans un vice caché, il est trop tard. D'accord. Parce que la garantie est ouverte pendant 5 ans après la vente. Donc si j'achète par exemple aujourd'hui en 2023, il faut que je sois en 2025 au plus tard peut-être. Alors 2025, au 2026. plus tard. Si on prend un exemple comme non, ça. Alors non, c'est 5 ans. C'est-à-dire j'achète en 2023, en janvier 2023. Le vendeur doit garantir les vices cachés jusqu'en janvier 2028. Très bien. D'accord ? Mais si l'acquéreur découvre un vice caché en février 2028, c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut que le vice ait été découvert dans les 5 ans. Mais à compter de la découverte du vice, on a 2 ans pour agir. Voilà. Je crois que c'est clair. C'est clair. Donc les 5 ans, en fait, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête du vendeur. D'accord ? Et en même temps, ça limite, parce qu'on ne peut pas non plus être tenu à vie d'un bien qu'on a vendu. Et puis, quand dans 15 ans, un vice caché est découvert, non. C'est pour limiter dans le temps la responsabilité du vendeur. Et puis l'acquéreur a 2 ans à compter de la découverte. Voilà. Donc, quand on a 2 ans pour effectivement agir après découverte, mais il faut quand même rapporter la preuve du jour où on l'a découvert. Donc, il faut quand même s'adresser au vendeur et lui dire, voilà, j'ai découvert telle chose. Et là, le point de départ commence à courir. Il faut pouvoir agir dans les 2 ans. Et agir, ça signifie saisir un tribunal. Oui. S'il n'y a pas eu d'arrangement amiable, parce qu'on peut quand même trouver un arrangement avec le vendeur, s'il n'y a pas eu d'arrangement amiable quant à une réduction du prix ou une annulation de la vente, si ça peut aller, ça va jusque-là, à ce moment-là, on va devant le tribunal et on a le droit de demander au tribunal d'annuler la vente si vraiment le vice caché rend le bien impropre à sa destination, ou si on rapporte la preuve que si j'avais su que ce bien était entaché de tel vice, je ne l'aurais pas acheté. Je prends un exemple qui ne peut pas arriver, puisqu'il y a un diagnostic amiante à faire, etc. Bon, admettons, on se place, il y a de l'amiante. Il y a de l'amiante. Je suis allergique à l'amiante, c'est un produit qui est nocif pour la santé. J'annule la vente parce que c'est toxique. C'est un exemple. Mais bon, c'est vraiment un exemple fictif, parce que comme je vous ai dit, les diagnostics aujourd'hui qui sont imposés aux vendeurs ne permettent pas de vendre un bien amianté. Mais bon, c'était pour vous dire que il y a on peut demander au tribunal d'annuler une vente. Il faut rapporter la preuve que le vice rend impropre le bien à sa destination. On peut demander encore au tribunal de diminuer le prix. Bien sûr, on passera par une expertise du bien en l'état du vice caché. Et à ce moment-là, le tribunal peut reconnaître que le bien ne vaut pas le prix auquel il a été vendu. Il ne vaut que le prix
estimé par l'expert après constat du vice caché. Et à ce moment-là, le vendeur doit restituer une partie du prix. Très bien. Donc, à vos doigts, mesdames, messieurs, donc avec Maître Raspail, je rappelle, si vous avez des questions, vous faites le 06 96 26 04 60 ou encore les 05 96 78 02 03. Maître, quelques exemples de vices cachés en immobilier, est-ce qu'on peut entrer quelques petits détails, quelques petits exemples? Oui, des exemples. Bon, il faut savoir que tous les défauts ne sont pas concernés par cette définition, puisque, comme je vous ai dit, pour qu'un défaut soit vice caché, il faut qu'il rende impropre le bien, voire qui diminue le prix. Bon. Donc, un exemple que j'ai pris tout à l'heure, une maison à caractère inondable par la présence d'humidité ou d'un défaut d'étanchéité, un chauffage hors d'usage. Donc, ça ne rend pas impropre à sa destination, mais ça diminue le prix. Puisque s'il faut refaire tout le système de chauffage de l'immeuble, effectivement, il y a une lésion de la part de l'acquéreur qui a acheté une maison et il faut refaire les travaux. Une charpente abîmée, l'absence d'eau courante, le caractère instable du terrain, dit constructible. Donc là, je pense que c'est un vice qui peut aller jusqu'à l'annulation de la vente, puisqu'on n'est pas censé acheter un immeuble construit sur un terrain qui peut s'affaisser, s'écrouler et puis finalement détruire l'immeuble. Donc c'est un vice qui peut rendre impropre l'achat à sa destination. Et à ce moment-là, on peut obtenir l'annulation de la vente. Des fondations défectueuses, un manque d'homogénéité de carrelage ou une dalle de béton qui se fissure, des nuisances sonores gênantes provenant d'une chaudière collective, par exemple. Donc oui, donc dès lors que on rapporte les conditions que j'ai énumérées en début d'émission et qu'on prouve que c'est un bien, que c'est un vice qui rend impropre, qui diminue de prix, cela permet effectivement de saisir le tribunal. Très bien. Et quel délai pour intenter un recours contre le vendeur? Alors, comme je vous ai dit, le délai, c'est 2 ans à compter de la découverte. Les 2 ans courent à compter du jour où vous avez fait savoir au vendeur que vous avez découvert et vous avez également rapporté la preuve de l'antériorité, parce que évidemment toutes les conditions que j'ai énumérées, à savoir la découverte du vice antérieure à la vente qui cause un trouble qui rend impropre à sa destination, qui diminue l'usage, un vice non apparent, toutes ces conditions-là doivent être rapportées par l'acquéreur. C'est lui qui doit prouver que c'est caché, que c'est non apparent, que j'ai dit... Voilà. Donc, c'est à partir du moment où il fait savoir au vendeur que les 2 ans courent. Voilà. Donc, par contre, il faut savoir que le recours est ouvert aussi bien contre les vendeurs professionnels que les vendeurs non professionnels, donc de particulier à particulier. Et le délai est le même dans les 2 cas. Que j'ai affaire à une agence immobilière qui vend, bien sûr, qui est mandatée, une SCI ou un particulier, le vendeur est tenu de la même garantie des vices cachés dans le même délai, c'est-à-dire 2 ans à compter de la garantie, de la découverte des vices cachés, et cette garantie est ouverte pendant 5 ans à compter de la vente du bien. Très bien. Donc il y a donc vendeur professionnel et vendeur particulier. Oui, sachant quand même que le vendeur particulier a une responsabilité un peu plus limitée, parce qu'évidemment, si c'est vous qui vendez un immeuble et qu'il y a un vice caché qui, pour un professionnel de la vente, des promoteurs immobiliers par exemple, qui savent détecter des vices, évidemment, un vendeur particulier sera quand même moins tenu pour responsable qu'un vendeur professionnel, puisqu'on s'imagine quand même que le vendeur pro est habitué, il est aguerri aux vices cachés. Voilà. Donc, pour le vendeur professionnel, effectivement, il y a une présomption de connaissance des vices, ce qui ne pèse pas sur le vendeur particulier. Donc, en effet, le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose dont il fait le commerce. Donc, en présence d'un vice caché, même s'il prouve sa bonne foi, le vendeur professionnel doit verser à l'acheteur des dommages et intérêts. Voilà. Donc, si vous voulez, il est présumé savoir.
Je prends l'exemple de promoteurs immobiliers qui vendent directement les immeubles qui viennent d'être construits. Il sait, il doit savoir. En tout cas, on présume qu'il sait, puisque c'est lui qui a fait appel à l'architecte, au corps de métier, qui s'est rendu sur les chantiers, qui a vu l'évolution de l'immeuble. Donc, il est censé, il est présumé en tout cas connaître les vices qui pourraient entacher les immeubles. Et quelque part, on suppose que c'est lui qui cache la présomption de connaissance des vices qui pèse sur le professionnel de l'immobilier. C'est une façon de dire, mais en fait, on suppose qu'il sait, mais qu'il ne le dit pas. Donc, effectivement, il est plus responsable qu'un particulier dans le domaine des vices cachés. Très bien. Donc, et le vendeur particulier, par opposition, il est effectivement novice, puisque un particulier ne vend pas tous les jours un bien immobilier. Donc, lui, il a quand même une responsabilité plus limitée. Et en général, c'est dans ces contrats de vente-là que la clause de maison vendue en l'état est souvent intégrée dans les ventes entre particuliers, lorsque le vendeur est un particulier. Voilà, donc effectivement, on va trouver cette clause-là dans ces contrats, dans ces compromis de vente-là, ce qui empêche l'acquéreur de se retourner contre le vendeur particulier. Très bien. Je rappelle que vous assistez à l'émission À vos droits avec Maître Raspail. Si vous avez des questions, nous parlons donc des vices cachés en immobilier. Vous faites le 05 96 78 02 03 ou le 06 96 26 04 60. Maître, quelle procédure pour obtenir un dédommagement ? Alors, la procédure, elle est simple. Déjà, il faut aller voir un avocat parce qu'on ne peut pas saisir le tribunal dans ce type de litige sans avocat. L'avocat est obligatoire. Bien sûr, avant de saisir le tribunal, l'avocat conseille sur le type d'action à mener. On va quand même essayer de voir si on peut obtenir un arrangement amiable avec le vendeur, ou sinon on saisit le tribunal. Donc, on peut obtenir un dédommagement, voire même l'annulation de la vente, carrément, puisque, comme je vous ai dit, si vraiment le vice rend impropre un immeuble à sa destination, à ce moment-là, il n'y avait aucun intérêt à l'acheter, puisque c'est une source de problème telle que je n'aurais pas acheté si j'avais su. Et donc là, le bien, la vente est annulée. Mais ça peut être annulé amiablement ou non devant le tribunal. Donc si la vente est annulée, l'acquéreur doit rendre l'immeuble dans l'état dans lequel il l'a acheté. Oui, puisque si on annule quelque chose, c'est comme si le contrat n'avait jamais existé. Donc on restitue l'immeuble à l'acquéreur. En échange de quoi, bien évidemment, le vendeur restitue le prix du bien, les frais de procès et de mutation, donc tous les frais qui ont entouré la vente, les frais de notaire, les frais d'enregistrement, les droits d'enregistrement, aux impôts, puisque quand un bien quitte une propriété vers une autre, lorsqu'il y a un transfert de propriété d'une personne à une autre, on paye des droits d'enregistrement et de mutation. Et tous ces frais-là, tous les frais en fait qui ont concouru à la vente, restitués par le vendeur à l'acquéreur. Et donc, si un prêt a été octroyé pour l'acquisition du bien, nécessairement la banque doit se rembourser puisque le prêt était affecté à l'achat du crédit. Donc, il ne retombe pas sur le compte bancaire de l'acquéreur et puis il est riche. Il faut rembourser le prêt. D'accord. Voilà. Donc, on revient à la situation antérieure à la vente. Je restitue le bien. Le vendeur me rembourse le prix du bien et les frais annexes. Et à ce moment-là, on est quitte. Et lorsqu'il n'est question que d'une diminution du prix, donc des dommages et intérêts, là, à ce moment-là, les experts qui auront estimé la valeur du bien en l'état de la découverte du vice caché vont estimer quel est le coût de reprise des vices. Les coûts de reprise, ça veut dire j'ai découvert que le toit fuit, il faut refaire le toit. Donc,
c'est le montant de la facture de la réparation qui sera le fondement de la réparation du vendeur à l'acquéreur. Il va devoir diminuer le prix de la vente des frais de réparation occasionnés par le vice caché. Donc, c'est en général le coût des travaux à effectuer pour que le bien retrouve sa vraie nature qui sera à la charge du vendeur. Donc, c'est sa remise en état, finalement, que le vendeur doit à l'acquéreur. Voilà. Donc, si l'acquéreur rapporte la preuve que le vendeur particulier qui est protégé, on vous a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, on présume que lui n'a pas la connaissance de la vente d'immeubles. Si on rapporte la preuve, l'acquéreur rapporte la preuve que le vendeur particulier avait connaissance de certains vices cachés, mais c'est que c'est lui qui a caché l'existence des vices cachés et qui s'est protégé derrière la clause je vends en l'état, là, il n'est plus couvert parce que la mauvaise foi en droit ne protège pas. Très bien. Donc, à ce moment-là, effectivement, l'acquéreur peut demander des dommages et intérêts au vendeur qui lui a caché l'existence de vices cachés. D'accord. Mais il faut rapporter la preuve. C'est le plus difficile en droit. Et c'est le tribunal qui décide C'est le tribunal qui tranche oui. Avec les pièces et documents apportés et expertises apportées par l'acquéreur qui devra démontrer, l'acquéreur, que les vices découverts par mois après la vente ne pouvaient pas être ignorés par le vendeur particulier. Il les a de mauvaise foi cachés pour se protéger derrière la clause vendue en l'état. Donc si les arguments et les documents de l'acquéreur permettent au tribunal effectivement de comprendre que le vendeur particulier a fait mine d'ignorer et a caché l'existence de vices, alors là, effectivement, il peut être condamné, le vendeur, à réparer le préjudice de l'acquéreur s'il rapporte la preuve également d'un préjudice. Très bien. On peut préciser le tribunal, quel tribunal ? Le tribunal judiciaire, d'accord. Tout simplement. Le tribunal judiciaire d'une procédure au fond, donc l'avocat est obligatoire. Très bien. Les vices cachés donc dans le domaine de l'immobilier, c'est le sujet du jour. Je rappelle, on attend vos appels si vous avez des questions. Vous faites le 06 96 26 04 60 ou encore le 05 96 78 02 03. Est-ce que c'est juste encore une précision. Oui. Le tribunal, l'avocat est obligatoire parce qu'évidemment dans ce type de procédure, l'enjeu est supérieur à 10 000 €. Donc c'est le tribunal judiciaire. L'avocat est obligatoire, mais une précision, le tribunal compétent sera celui du lieu où se trouve le bien. Donc si vous êtes en Martinique, vous achetez un immeuble à Marseille, le tribunal compétent sera celui de Marseille. Très bien. Donc c'est vraiment celui où se trouve le bien acquis. D'accord. Est-ce qu'on trouve ça, est-ce que c'est courant, des vices cachés de l'immobilier oui, c'est presque inhérent. En fait, c'est un risque qui est inhérent à l'acquisition d'un bien immobilier et même d'un autre bien. Simplement, le plus difficile, c'est de démontrer que le vice est caché. Parce qu'il ne se résume pas à ce qui n'est pas apparent à l'œil, puisqu'on a dit que le vice caché doit être antérieur et non pas postérieur, donc il faut rapporter la preuve de l'antériorité. Ça, c'est pas trop compliqué, puisque un toit qui fuit, j'imagine que il n'a pas commencé à fuir le jour où j'ai découvert. L'expert qui monte sur le toit va se rendre compte que les malfaçons qui préexistaient le contrat de vente. Donc, mais toutes ces preuves-là sont à la charge de l'acquéreur. Et qu'il faut que ces vices-là rendent impropre à la destination, voire diminuent l'usage. Donc, c'est courant de découvrir des vices après la vente. Mais
tous les vices découverts ne sont pas des vices cachés. Donc ça, c'est plus compliqué d'obtenir quand même devant un tribunal que le vice soit reconnu comme un vice caché. Et ça, c'est les experts qui déterminent ce que vous venez de dire? Ben oui. On peut dire que c'est... Et puis l'expert... Oui, l'expertise, et puis... parce qu'effectivement, on peut... c'est facile d'abîmer quelque chose. Donc on peut être de mauvaise foi. Voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment que l'on puisse déterminer l'antériorité. Donc celui qui fait semblant d'abîmer quelque chose pour revenir sur la vente, annuler, ou bien il faut qu'il soit en mesure de rapporter la preuve que c'est antérieur à la vente et qu'il n'avait pas, et que c'est pas visible. Donc c'est pas si simple. Il y en a, donc il y en a beaucoup de vices. Mais non apparent ne veut pas dire caché. Il y a les conditions doivent être cumulatives et réunies pour démontrer l'existence de vices cachés. D'accord, très bien. Donc on parle de vices cachés. On peut repréciser, Maître Raspail, les délais, là, les 5 ans, les 2 ans? Alors, oui. Donc ça s'applique, cette garantie-là s'applique à n'importe quoi. Vous achetez une voiture, vous achetez une maison... Vous avez le vendeur, il est tenu pendant 5 ans de la garantie de vices cachés, d'accord? Bon, donc du jour où vous achetez, vous avez le vendeur est tenu pendant 5 ans, d'accord? Sauf que du jour où vous découvrez un vice caché, à condition de rapporter la preuve que les conditions sont réunies, vous avez 2 ans pour agir. Si vous laissez passer 2 ans après la découverte du vice caché, vous ne pouvez plus agir, même si vous êtes dans le délai de 5 ans pendant lesquels le vendeur vous doit la garantie. Je ne sais pas si... je crois que c'est clair quand même, parce que 2 ans, c'est à compter du jour où on découvre le vice caché. Donc on a 2 ans pour agir, pour obtenir le remboursement, dédommagement ou annulation, mais dans un laps de temps qui ne doit pas dépasser 5 ans à compter de la vente. C'est clair. Si la vente est intervenue plus de 5 ans avant, même si le vice découvert est un vice qui remplit les critères du vice caché et qu'on peut démontrer qu'il est antérieur à la vente, c'est trop tard pour agir contre le vendeur. Le délai de 5 ans est passé. Alors, la procédure, je découvre ça, je vais voir un avocat directement, c'est ça, un avocat ou une avocate. Je vais dans un cabinet, j'ai découvert un vice, voilà. Oui, c'est déjà le premier réflexe, on va dire. Déjà, le premier réflexe, c'est d'aller voir un avocat. Et moi, mon réflexe en tant qu'avocat, c'est de dire à mon client de faire un constat d'huissier. D'accord. De faire un constat d'huissier. Alors on peut préciser les constats d'huissier, maître. Alors on dit plus huissier, on dit commissaire de justice parce que leur titre, c'est les mêmes fonctions, sauf que leur nom, leur appellation a changé. Donc les commissaires de justice, anciens huissiers. Le constat d'huissier, donc lui, le commissaire de justice se rend sur les lieux et à la demande de son client va photographier, exposer, enfin constater le résultat du vice. Un toit qui est impropre à sa destination, après pluie, il y a inondation de la maison. Donc l'huissier va venir constater que l'immeuble est inondé. Les malfaçons, si c'est ce qu'on dit. Voilà. Il va venir constater effectivement que l'eau s'écoule par ici et que on l'a et prendre note de ce que son client lui dit avoir découvert que le toit fuit à cet endroit à telle date. Déjà, le constat va donner date à la découverte et donc ouvrir le délai de 2 ans pour agir. D'accord ? Première chose. Donc, lorsque moi, avocat, je reçois le constat d'huissier, je vois effectivement que on va essayer d'étudier, de voir si le... Est-ce que, petite question, votre présence est nécessaire le jour du commissaire oui, c'est pas... écoutez, fait nécessaire, est-ce que c'était obligatoire? Je ne dirais pas nécessaire. Moi, je vais pas à tous les constats d'huissier, mais certains constats où j'estime devoir quand même être présente pour expliquer la situation, exposer la situation dans l'intérêt de mon client au mieux pour que le constat soit probant. Je me rends, je demande à l'huissier de me prévenir pour qu'on s'y rende en même temps et pour que le constat soit probant selon ce que je veux qu'il révèle en fait. Très bien. Donc, mais sinon, effectivement, la présence de l'avocat n'est pas nécessaire, sauf si lui l'estime être présent pour... C'est dans certains cas, on va dire. Voilà. Et donc, constat d'huissier, déclaration de sinistre, puisqu'il y a un sinistre.
l'immeuble est assuré, hein, donc c'est un conseil que je donne aux auditeurs. Il faut assurer un bien immobilier. Déclaration de sinistre, donc l'assurance dépêche son expert, hein, et on a une première expertise déjà de l'assurance immobilière qui va permettre de déterminer le sinistre et la cause du sinistre. Donc ce sont les premiers éléments qui vont permettre ensuite de se rapprocher du vendeur et dire voilà, nous avons découvert ça. Il faut réparer, voilà. Donc si ça se passe amiablement, tant mieux. Maintenant, si le vendeur estime que non, ce n'est pas un vice caché, vous pouviez le voir, vous l'avez vu, enfin, vous savez bien que dans ce genre de contexte, on va tout faire pour dire que non, ce n'est pas un vice caché, que c'est un vice que vous avez vu, que je suis couvert par telle clause du contrat de vente qui dit que la maison est vendue en l'état. Non, vous ne rapportez pas la preuve que le vice est antérieur à la vente. Donc, celui qui ne veut pas payer les dédommagés, il va faire en sorte de démonter les critères des vices cachés les uns après les autres. Et s'il n'y a pas d'accord, à ce moment-là, il faut saisir un tribunal qui va trancher l'antériorité, le fait que le vice entache la destination du bien et puis qu'il n'était pas apparent et ignoré de l'acquéreur au moment de la vente. Très bien. À vos droits, notre nouvelle émission juridique avec Maître Raspail. On va bientôt terminer cette émission. Quelques mots-clés qu'on peut retenir, Maître Raspail, sur les vices cachés dans l'immobilier, ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, mots-clés. Déjà, ignorer. On ne doit pas savoir qu'un vice affecte l'immeuble en tant qu'acquéreur. Déjà. Donc, si vous visitez un bien et que vous voyez quelque chose et que vous ne dites rien, attention, ce n'est pas un vice caché. Vous l'avez vu, même si vous n'avez rien dit. Le vice doit être non apparent. Donc, vraiment là-dessus, il ne faut pas jouer et faire semblant de ne pas avoir vu et de ne pas dire. Ne pas jouer les malins. Voilà. Donc, ne pas connaître l'existence d'un vice caché. Un vice caché, c'est un vice qui n'est pas visible. Enfin, pour être un vice caché, c'est un vice qui doit rendre le bien impropre à sa destination ou diminuer son prix. Donc, si je découvre une petite fissure, souterraine, sous une dalle, quelque chose, enfin peu importe, je donne un exemple comme ça, mais que la fissure que je découvre n'entame pas la solidité du bien, ce n'est pas un vice caché suffisant pour revenir sur la vente ou dédommager. Il faut vraiment que ce soit quand même quelque chose qui détermine l'achat. Si j'avais su que l'immeuble avait un tel vice, je ne l'aurais pas acheté. Donc ça, encore un autre mot-clé. Si j'avais su, je n'aurais pas acheté. Ou alors j'aurais acheté moins cher, déjà. Et puis enfin, il faut l'antériorité. Un vice doit être antérieur à la vente. Voilà. Donc mot-clé, non apparent, antérieur, diminue le prix. Si j'avais su, j'aurais pas acheté. Et enfin, je n'ai pas vu. Voilà. Là-dessus, on est dans les vices cachés. Tout est clair. Merci Maître Raspail donc de venir nous parler aujourd'hui. Je rappelle des vices cachés. Je rappelle, c'est mesdames et messieurs, cette émission à vos droits. Tous les 2e et 4e mercredis du mois. On se retrouvera, si je ne me trompe, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, le 8 février. Merci et à bientôt. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. À vos droits, votre nouvelle émission de conseils juridiques et d'informations présentée par Bill avec la collaboration de Maître Ingrid Raspail. À vos droits, c'est tous les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h sur Radio Fréquence Caraïbe. Vous pouvez poser vos questions au 0596 78 02 03. Alors prenez vos droits en main à l'écoute de votre nouvelle émission les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h. Gardez l'écoute.